Donc, je suis Héloïse Onumba-Bessonnet, je suis la responsable du projet Recréation et également du pôle santé. Et moi, je m'appelle Miranda Brown et je suis en charge du pôle engagement au sein du projet Recréation. Notre association Loba, elle a été créée en 2008 par Boléwa Sabourin et par William Jaboum. Donc, ce sont deux danseurs qui se sont rencontrés autour de valeurs communes. Et donc, l'idée, c'était vraiment de créer une association où il y avait plusieurs, on va dire, il y avait des partages. Partage notamment de l'art, la danse, partage de la photographie, de l'art culinaire. Et donc, l'idée, c'était vraiment de créer des événements où les personnes pouvaient se rencontrer et partager justement toutes ces formes d'art et ces formes d'engagement citoyen. Citoyens, pardon. Et en 2016, Boléo Sabourin a rencontré le docteur Denis Mukwege, donc qui est prix Nobel de la paix, en 2018. Et donc, du coup, ils se sont rencontrés à Paris. Et donc, suite à cette rencontre et au constat du docteur que le viol comme arme de guerre en République démocratique du Congo, en tout cas la prise en charge des femmes, était beaucoup plus, on va dire, efficace si on utilisait d'autres médias, donc comme la danse, comme la musique, comme le karaté, pour permettre aux femmes d'avoir une première entrée, une première porte d'entrée vers la psychothérapie et vers, entre guillemets, vers l'expression de leur souffrance. Donc c'est comme ça qu'on a décidé de créer notre thérapie Recréation. Donc on est avant tout en 2017 allé à l'est de la République démocratique du Congo, au Kivu, à l'hôpital Panzi du docteur Mukwege. On s'est déplacé là-bas 15 jours, on a proposé des cours de danse. Et donc, c'est suite à ces cours de danse et justement également au constat du psychologue sur place qui nous disait que lui, ses groupes de parole qui étaient juste après nos cours de danse étaient beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus profonds. En tout cas, les femmes parlaient beaucoup plus simplement et librement. Et donc, en rentrant en France, on s'est dit, ben voilà, soit on avait la possibilité d'avoir un projet qui allait être totalement ponctuel pour le docteur Mukwege, ou soit on s'est dit, ben, pourquoi pas continuer en tout cas ce projet, puisque les violences faites aux femmes sont universelles et sont vraiment partout. Donc, on a vraiment décidé de créer cette thérapie qui va allier pendant 2 heures des temps de groupe de parole et des temps de danse pour les femmes victimes de violences sexuelles, notamment en région parisienne. Et en parallèle du coup de ce pôle santé avec les ateliers de danse comme thérapie, on a développé toute une partie engagement citoyen en partant du constat en fait que quand on fait des ateliers de danse comme thérapie, on arrive un peu après la bagarre, on arrive une fois que les violences ont déjà été commises et en fait on aimerait œuvrer pour c'est un peu idéaliste, mais un monde dans lequel ces violences n'ont plus lieu, ou en tout cas il y a une meilleure prise de conscience par le grand public. Et du coup, pour ce faire, on organise des ateliers auprès de lycéens, où on accompagne des lycéens sur le temps long pour les engager contre les violences sexuelles, mais aussi pour les engager en tant que citoyens et pour leur dire dès l'âge de 16 ans que leur voix compte et qu'ils ont un rôle à jouer dans la société. On organise aussi des ateliers de concertation autour des masculinités pour interroger les hommes sur la place des hommes en fait dans notre société, sur qu'est-ce qu'être un homme au XXIe siècle. Et on organise aussi, on a une compagnie de danse au sein de la structure et on a un spectacle débat qui s'appelle L'Arme qui se fait la voix de femmes et de vécus en République démocratique du Congo et qui nous permet aussi du coup de parler de l'impact de nos consommations en Occident sur des femmes à l'autre bout du monde. Donc c'est vraiment un peu le pendant de ce pôle santé, c'est ce pôle engagement citoyen. Le plus gros challenge, c'était pas forcément un challenge de mécénat, c'était vraiment un challenge de trouver des structures qui acceptent de mettre en place des ateliers de danse comme thérapie. Une fois qu'on a trouvé ces deux structures-là, on a mis en place nos ateliers. Et en fait, le deuxième, enfin, en tout cas pour moi, c'était le premier challenge, on va dire, d'un point de vue mécène. Ça a été vraiment, voilà, de se dire au bout de 6 mois, on a notre projet pilote et comment justement on fait pour, en tout cas, que les structures puissent quand même nous rémunérer pour quand même la participation, enfin en tout cas les ateliers qu'on propose aux structures et aux femmes. Et donc là, la solution qu'on a trouvée, c'est qu'en fait, nous, de notre côté, on est allé chercher des fonds, donc on a levé des fonds de notre côté, et en même temps, vu qu'on se connaissait bien avec les structures, on a vraiment également décidé qu'elles aussi, de leur côté, cherchaient aussi des fonds. Donc ce qui fait qu'il y avait vraiment on va dire une association comme ça, où en fait, des deux côtés, on cherchait des fonds pour pouvoir mettre en place des ateliers de danse comme thérapie. L'avantage aussi que ça a eu, en tout cas, de développer, on va dire, de demander une participation aux structures, c'est que ça nous a aussi permis on va dire, de développer notre protocole de soins et de le proposer dans d'autres structures que ces deux premières structures qui étaient à l'origine de nos ateliers.
donc les premiers mécènes, c'était beaucoup le réseau. En fait, c'était beaucoup. Donc, il y avait notamment la compagnie de danse qui s'est créée en 2017. Et c'était notamment soit du réseau de Boléwa Sabourin, l'un des cofondateurs, ou soit du réseau des membres de la compagnie qui ont été, souvent, c'était des personnes qui travaillent dans des entreprises. Et ces entreprises ont donné de l'argent. C'était un peu du one shot. Donc, on a eu comme ça, on a eu une fondation d'entreprise et je crois que le ministère de la Culture nous a aidés pour le démarrage de la compagnie de danse. Déjà, je pense la stratégie de mécénat en tant que telle, elle s'est un peu développée avec du coup l'arrivée de salariés, donc l'arrivée de plus de personnes au sein de notre organisation. Donc, ce qui a permis, parce qu'avant, enfin, de toute façon, ça a toujours existé au sein de. Enfin, je pense que toutes les associations fonctionnent quand même avec du mécénat. Donc, c'est quelque chose qui est quand même permanent, les demandes de subventions et autres au sein des associations et des réponses à des appels à projets. Donc, Boléwa Sabourin, on faisait déjà pas mal quand il était tout seul, mais on va dire le suivi était beaucoup plus complexe quand on est sur différentes missions en même temps. Là, moi, à partir du moment où je suis arrivée en 2018 en tant que stagiaire, ensuite en 2019 en tant que salariée, on a pu commencer réellement, moi, il y avait ma collègue aussi Flora, Miranda après ensuite, donc on a pu vraiment commencer vraiment à se dire, voilà, quelle est notre stratégie déjà pour cette année, et puis pourquoi pas pour l'année d'après. Donc ça s'est vraiment mis en place au fur et à mesure. Et après, je pense aussi l'essor, on va dire, de nos ateliers de danse comme thérapie. Ça nous a aussi demandé de se dire, ok, comment on peut faire pour aussi aller toucher plus de public, donc plus de femmes. Et donc, du coup, forcément, il y a forcément des personnes qui vont travailler, qui vont se déplacer dans les structures pour proposer des ateliers. Donc, ça va demander plus de fonds en tout cas pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Et pour ajouter quelque chose, je pense que dans la construction aussi de la stratégie, en fait, on a un peu cette chance avec l'OBA de travailler dans plusieurs domaines. Les violences faites aux femmes, mais aussi l'engagement citoyen. On se considère comme une association, mais on fonctionne comme une économie, comme une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc, il y a pas mal d'endroits dans lesquels on peut aller piocher. Et comme disait Héloïse, le fait qu'on soit davantage de salariés, ça nous laisse le temps d'aller regarder en fait dans différents domaines parce que finalement c'est beaucoup de veille de trouver des mécènes et je pense que ça du coup avec le temps au début on a beaucoup fait sur le droit des femmes, les violences faites aux femmes et ensuite on développe un peu plus avec la culture, il y a davantage de chemins qui existent ou alors qu'on identifie et qu'on peut prendre le temps d'aller creuser un peu. Début 2019-2020, on s'est vraiment dit, OK, là aujourd'hui, en tout cas là où on a le plus de personnes qui travaillent, ce sont les ateliers de danse comme thérapie, où on a en tout cas le plus de personnes, le plus de personnes qui y sont, on va dire, concrètement assez régulièrement. Et donc, on s'est dit qu'on a ciblé un peu plus des fondations qui allaient œuvrer dans le droit des femmes. Donc ça a déjà été un premier, on va dire, un premier ciblage. Et ensuite, il y a effectivement un peu, on va dire, pas le bouche à oreille, mais le fait que parfois certaines fondations sont reconnues notamment je pense à la fondation Raja ou d'autres fondations qui sont reconnues pour notamment avoir une fondation d'entreprise qui finance que des associations sur le droit des femmes. Donc on est allé un peu chercher ces fondations-là, comme la Fondation des femmes ici, qui finalement on sait qu'elle finance des projets qui mettent en avant le droit des femmes. Donc ça a été un peu notre stratégie finalement qui s'est mise en place au fur et à mesure sur comment choisir, voilà, à la fois nous, on s'est un peu réorienté, et en même temps le bouche à oreille aussi qui fait que en fait concrètement, on a accès sur un domaine. On a beaucoup fait par appel à projet. C'est uniquement, d'ailleurs, quasiment uniquement par appel à projet les 2-3 premières années. Mais c'est des activités qui sont très chronophages. Donc, en fait, c'est plutôt dans le développement à l'avenir où on aimerait réussir à avoir des mécènes sans avoir à passer par des appels à projet. Et en fait, ce qu'on fait, c'est en équipe, disons, une fois toutes les 6 à 8 semaines, on fait des veilles. Et du coup, là, on essaye de répertorier toutes les structures en rentrant des mots-clés, on les met dans notre tableur et ensuite on les contacte tous. On essaie de trouver des gens qu'on connaît en commun pour nous mettre en relation et même s'il n'y a pas d'appel à projet ouvert, on essaye de créer une première relation de manière à ce qu'ils nous identifient parce que en fait on sait aussi qu'il y a beaucoup d'associations qui postulent à des appels à projets et on sait que ça fonctionne quand même un peu à qui on connaît ou comment est-ce que la personne comprend notre projet et mine de rien elle le comprend mieux quand on lui explique en amont plutôt que juste recevoir un dossier d'une association dont elle n'a jamais entendu parler.
on a peut-être eu une ou deux fois, je pense que ça a dû arriver, mais principalement c'est avec des contacts. Enfin, en tout cas, avec des contacts, soit des contacts, on va dire, qu'on connaît, soit c'est-à-dire que nous, on a allé créer le contact. Ça arrive souvent, c'est-à-dire que on a vu qu'il y avait un appel à projet qui sortait à telle période, donc nous, on a envoyé un mail ou on les a téléphonés en amont, du coup, on prend un rendez-vous en amont, et en fait, ça permet, comme l'a très bien dit Miranda, en fait, d'échanger avant. Et je pense qu'effectivement, sur la compréhension du projet, il n'y a pas besoin après, enfin, parce que c'est ça qui est un peu traite parfois avec les appels à projets, c'est que finalement, c'est un dossier. Donc les gens vont comprendre à leur manière les mots qu'on a mis. Et donc le fait d'avoir pu avoir la chance de leur expliquer en amont avec un échange, et ben du coup, souvent la compréhension, elle est meilleure. Donc ce qui fait qu'après, ça aboutit beaucoup plus facilement. Ouais, je pense que c'est ça en fait, c'est que il n'y a pas toujours forcément besoin de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui nous met en relation. En revanche, je pense que ça a jamais abouti juste on voit un appel à projet, on envoie un dossier et on est sélectionné. Ça, Non, tant mieux si ça aboutit, mais c'est rare. Ouais, c'est rare. Très rare. Ne pas sous-estimer la communication sur son association et sur ses projets. C'est pas tout que d'aller rencontrer des fondations, mais c'est aussi important d'essayer, dans la mesure du possible, d'être visible dans les médias. Par exemple, nous, en fait, ce qui s'est passé, c'est que notre cofondateur Boléwa Sabourin a sorti un livre en 2018. Il a été pas mal médiatisé pour ce livre-là, et en fait, son but, c'était de parler de l'association en sortant son livre, et ça a permis. En fait, c'est aussi bien tombé parce que le docteur Mukwege a eu le prix Nobel de la paix cette année-là. Mais en fait, ne pas sous-estimer l'importance de la médiatisation. Parce que finalement, quand les gens tapent votre nom sur Google et que rien ne ressort, on se dit, bah, en fait, c'est entre guillemets ces personnes, alors qu'il suffit qu'il y ait un article ou ne serait-ce qu'une brève dans un journal, c'est quelque chose qui, je pense, qui rassure des financeurs. Peut-être une astuce, mais qui n'en est pas une et que nous, on met pas en place, mais que beaucoup d'associations mettent en place, c'est d'avoir une personne dédiée à ça, dans la mesure du possible. Enfin, je sais qu'il y a pas mal d'associations qui se sont montées et même à 2-3, elles ont embauché une personne qui à temps plein était en charge du financement de la structure. Et je pense que c'est une best practice qui à la fois est un peu difficile parce que c'est difficile de porter sur ses épaules le financement de ses collègues et de tous les projets. Et en même temps, ça permet peut-être de consolider l'information et d'avoir un point de contact pour tout le monde et une personne référente. On a des gros outils. Non, mais en vrai, on n'en a pas. On utilise un tableur Excel et des veilles sur Internet. Alors, la prochaine étape, elle est... en fait, donc là, l'équipe grossit petit à petit. Il y a de nouvelles personnes qui rentrent et sur des projets de long terme et assez onéreux. Donc, en fait, on a plusieurs enjeux. L'un d'entre eux, c'est de réussir à avoir des financements pluriannuels plutôt que des one-shots. On a rencontré pas mal de fondations qui le font, donc on ne désespère pas d'en avoir, mais c'est vrai que ne pas avoir forcément à penser d'une année sur l'autre, ah tiens, comment est-ce qu'on va réussir à ne serait-ce que trouver le même montant cette année, c'est quelque chose qui nous paraît important. Et l'autre chose, c'est que, un peu toujours dans cette même dynamique, c'est que les premières années, ou même d'ailleurs récemment, on a pu répondre à des appels à projets pour 2 000, 5 000 euros. Et en fait, grosso modo, là, il nous faut 350 000 euros sur 3 ans. Et en fait, si on ne fait que répondre à des appels à projets de 2 000 et 5 000 euros, d'une, ça prend un temps monstre. Et en plus de deux, ensuite, dans la gestion des partenaires, on ne pourra pas bien le faire. On ne peut pas entretenir de bonnes relations avec beaucoup trop de partenaires. Donc, on a aussi un enjeu de réussir à avoir des financements qui sont un peu plus élevés. Ce qui, je pense, est faisable dans la mesure où on a été un peu crescendo dans les financements et je pense que c'est aussi rassurant pour des fondations de voir qu'on a déjà eu des 50, des 60 000 euros. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est faisable à, en tout cas, moyen terme. Particulièrement Héloïse et moi, mais on fait tous ensemble de la veille et ensuite quand on trouve des appels à projets qui nous semblent intéressants, on se les répartit en fonction de la charge de travail. Il y a aussi toute une notion de rigueur dans la recherche de mécènes,
en fait, moi, il m'est arrivé au début, quand je suis arrivée, de faire un peu de veille. Et en fait, par exemple, de me dire, ah non, eux, ils m'intéressent pas. Et de refaire de la veille 6 mois, quelques mois plus tard, et de retomber sur les mêmes. Et en fait, d'avoir oublié que j'étais tombée dessus, et du coup, de me refaire la même remarque. Donc, je pense qu'il y a aussi des process à mettre en place qui sont importants, parce que je pense que c'est quelque chose que pas grand monde aime vraiment faire. Et du coup, si on peut le rendre moins pénible, je pense que c'est important d'y penser dès le début. Il y en a quelques-unes auxquelles on a pensé. Je pense que la première, et à mon avis ça revient souvent, c'est dans le process et dans les dossiers de demande de financement ou d'appel à projet. C'est souvent des dossiers qui prennent beaucoup de temps et qui demandent en fait beaucoup de... En fait, on comprend que les structures et notamment les fondations d'entreprise aient besoin de backup et qu'elles aient besoin de savoir que l'association est pérenne, ou en tout cas qu'elle saura gérer ses fonds. Mais c'est quand même très chronophage, c'est très lourd, surtout quand on doit le faire d'année en année et qu'on répète la même chose. Enfin, on pense qu'il y a quelque chose qui pourrait être développé là. Et un peu cette notion de confiance, faire confiance à des associations. Et en fait, si on arrive à montrer sur le terrain que ça fonctionne et que jusqu'ici, voilà la croissance qu'on a eue, en fait, il n'y a pas a priori besoin de 10 pages de dossier pour faire passer ce message-là. Donc ça, ce serait une première chose. Et la seconde, c'est quelque chose que j'ai constaté en arrivant, c'est normal d'avoir des refus. Et on comprend totalement qu'il y ait beaucoup d'associations qui postulent sur des mêmes appels à projets. Et donc, on n'est pas surpris en fait d'avoir forcément un refus. En revanche, ce serait intéressant de développer davantage de critiques constructives, en fait, qu'on comprenne pourquoi. Parce que, évidemment, la réponse, c'est toujours il y a d'autres assos qui nous envoient des dossiers. Ok, mais en fait, on est mis en comparaison avec d'autres assos, et ne serait-ce que pour savoir comment on pourrait mieux faire, c'est hyper intéressant pour nous, pour repostuler pour un même appel à projet l'année suivante ou pour d'autres, et en fait pour nous améliorer, et en fait pour aussi mieux comprendre les enjeux des fondations ou des mécènes, et répondre de manière plus cohérente et peut-être plus exhaustive. C'est juste peut-être on trouve que les associations, on a vraiment ce côté un peu, de toute façon qui est réel, qui est de travail de terrain. On est auprès, là, nous, en l'occurrence, de femmes victimes, du coup, de futurs citoyens, citoyennes. Donc, je pense qu'il y a aussi un enjeu, en tout cas, entre les fondations et les associations, de réussir à mieux se comprendre. Je pense pour mieux réussir à travailler ensemble, pour faire en sorte qu'à la fois le terrain, pour nous, ça soit un peu plus fluide, et qu'on n'ait pas cette charge mentale, je pense, un peu quotidienne, ou si c'est pas quotidienne, c'est quand même assez fréquent de dire mince, est-ce que mon projet va s'arrêter dans 2-3 mois parce que j'ai pas les fonds pour dans 2-3 mois. Et en même temps, voilà, je pense vraiment le fait que si on arrive vraiment à mieux se comprendre fondation et association, ça va permettre à la fois de démultiplier les actions de terrain et en même temps faire pour les associations qu'on soit un peu plus tranquille et qu'on puisse faire nos actions de la manière la plus efficace possible. C'est quand même l'un des seuls métiers où on doit passer du temps à trouver de l'argent de manière à pouvoir travailler. Enfin, c'est quand même assez dingue, quoi. Ouais. Et un autre point sur lequel je voudrais rebondir, parce que j'ai oublié de le citer, une autre évolution qui serait intéressante, c'est, je pense qu'il existe des fondations qui se mettent en relation, enfin les fondations connaissent d'autres fondations, et ce qui serait intéressant, c'est que il y ait des réseaux de fondations qui puissent accompagner aussi des associations et dire bah moi je peux pas te financer cette année, en revanche je pense que telle fondation serait intéressée par ton projet, voilà les coordonnées, de manière aussi à faciliter les relations et à trouver des contacts, et juste ne serait-ce qu'à rencontrer des gens, et ensuite ça fonctionne cette année ou ça fonctionne pas, mais au moins il y a des relations qui existent et des mises en relation. On va organiser un événement en mois de décembre à Paris sur la santé mentale. Et on est sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Recréation by Loba. Voilà.